Ensuite, dans la dernière partie du chapitre, le bon côté qu'on a, c'est qu'enfin on a des géants qui, un tant soit peu, ont des attaques qui puissent nous faire comprendre que l'armée des géants est important pour les enjeux finaux de One Piece. Et je suis très content qu'on ait une alliance de 3 géants qui puissent dégommer directement Dark Nika. Mais pourquoi est-ce que Dark Nika, en retombant sur Summers, eh bien, a ricoché sur son épée d'épine pour aller s'écraser contre le bas? Il a pas ricoché, hein, et on voit bien que Summers frappe le Nika du coup. C'est juste que c'est un gland quoi. Déjà qu'on avait plus du tout de pression autour des personnages des chevaliers divins qui nous étaient intronisés, on a dit hyper intéressant, on va avoir des dragons célestes qui savent se battre, ça aurait pu être vraiment des antagonistes qui mettent une pression, mais ils sont tournés en ridicule, aussi bien dans le présent que dans le passé. Là en plus on avait une véritable stratégie qui se basait sur les fruits du démon, j'étais vraiment hyper hype de se dire que ok, même si c'est des personnages qui ont un petit peu un comique de répétition à la Team Rocket et qui ne servent à rien, à travers leurs fruits du démon, ils ont quand même réussi à créer une situation pour mettre pression sur l'armée des géants en prenant en otage les enfants. Donc du coup j'étais content, mais même là t'as une blague qui nous montre que eux-mêmes, sans l'aide de personne, eh bien, se mettent des bâtons dans les roues. Là il y a le bateau qui tombe, alors finalement ils en trouveront peut-être un autre chemin, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on a construit une complexité avec une prise d'otage des enfants pour pouvoir manipuler un petit peu les géants qui de toute façon vont redevenir violents d'eux-mêmes grâce au cri de Jarl et pas forcément grâce au chantage des chevaliers divins pour que ça soit qu'un pétard mouillé et que Summers de lui-même dans un comique de situation détruise ses propres bateaux. Déjà que ces antagonistes n'étaient pas hyper réussis, ils deviennent goofy, ils deviennent marrants, ils prennent le rôle d'Usopp, ils avaient une immortalité. Quelques chapitres, ils nous sont dit ah tiens, il y a peut-être quelque chose qui va nous déranger dans ce chapitre. Eh bien non, il n'en est rien. Déjà cette immortalité, on apprend que juste avec Dieu Haki de Roi, on va pouvoir s'en débarrasser. Et justement qui arrive Zoro, Loki et Luffy. Et là encore plus, même dans leur plan, malheureusement, on tombe sur du comique de répétition. Voilà. Après, il peut s'en débarrasser oui et non. C'est même Riley, Gaban et tout ça, ils ont jamais réussi à tuer Summers et tout ça. Donc ça veut dire qu'ils c'est les ralentir, les emmerder, mais justement en fait ils sont un peu hautains, un peu ils se mettent au-dessus du lot, les chevaliers divins, etc. parce qu'ils sont immortels et tout ça. Donc en fait c'est Oda prend un peu à contre-pied ce truc du l'immortel est forcément surpuissant, etc. Le seul qui est surpuissant c'est Imu. C'est elle qui est surpuissante, les autres le sont moins, bénéficient juste de ses pouvoirs. Ça n'en fait pas des monstres, ça n'en fait pas des gens plus ou moins sérieux. Pour autant, voilà, c'est tout, c'est pas... mais comme j'ai dit, le moyen de pression, c'est pas eux. Ils ont jamais été ceux qui allaient me finir par mettre la pression, puisque Imu est là. Pour tout ce que j'ai à dire sur les chevaliers divins, et ça va m'amener à la partie finale. Sama n'est pas une menace. Faux. Elle a projeté son haki sur toute l'île d'Elbaf. Il faut voir la taille de l'île d'Elbaf. Hein. J'aimerais qu'on ait une vue de l'île d'Elbaf à côté des îles comme Dressrosa et tout ça. Je vous jure, Dressrosa, c'est un caillou à côté. Hein. Et son haki, elle a été propagée sur toute l'île. Et même Luffy, Loki, etc., ils ont flippé. Ouais, les seuls monstres sont les filles Garland. Ouais, aussi, oui, c'est possible. Mais c'est peut-être les seuls qui sont sérieux. C'est en étant sur le cul posé sur son trône vacant à Marie-Jo. Ouais, voilà, en plus, elle est même pas présente. Elle a projeté son haki à travers Gunko et ça a fait flipper tout le monde. Donc, en fait, c'est pas ça. Là, son but à Imu, c'est de capturer les géants. Pour l'instant, c'est sur la voie. C'était sur la voie. Mais quand Luffy, Loki et tout, ils vont arriver, ça va être elle va être dans l'impossibilité. Là, tu vas voir. On va passer aux choses sérieuses, c'est ce que je dis. Vas-y, maintenant on va parler vraiment honnêtement. Qui considère Im-sama comme une menace? Elle n'a pas de physique, elle n'a pas de réelle personnalité, elle se comporte comme un enfant. C'est justement ça qui est effrayant. C'est justement ça qui est effrayant.
c'est une enfant. C'est une enfant avec des pouvoirs monstrueux. Et quand elle va faire apparaître Uranus au-dessus d'Elbaf, là tu vas faire ah ok je me suis trompé. Henrik, on parie. Si t'écoutes cette vidéo, on parie quand tu veux. Elle arrive directement sur Elbaf dans le corps de Genko qui n'était qu'un chevalier divin. Elle a pour seul et unique pouvoir de manipuler les gens, donc en elle-même dans... Non. Ben non. Elle est là, il y a que son psychique qui est à travers les gens, mais elle a pas que ça. Elle a un pouvoir elle s'est transformée pour moi en dragon contre Cobra. Elle a un pouvoir de fruit du démon entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça. Pour moi c'est un fruit du démon originel. Donc ça, elle a oui certes un pouvoir de manipulation de masse avec le demi-réversi, avec ses contrats, etc. Mais elle n'a pas que ça. Elle a là aussi contre Uranus. Ça, on peut le sous-entendre à Lulucia, et je suis quasiment sûr qu'on va avoir la preuve à Elbaf. Sa personne, elle représente pas forcément une menace. Elle arrive sur Elbaf pour transformer les géants qui, soi-disant, sont l'armée la plus puissante du monde, avec un surplus d'énergie grâce au demi-réversi. Ils se font battre en 2 chapitres par Zoro. Là, elle rentre en confrontation avec Brook. Et franchement, pour moi, c'est une confrontation équilibrée. Brook pourrait battre Im-sama. Ben là, en fait, Im-sama, oui et non, parce qu'en fait, déjà, bon, elle est à travers Genko. Mais, comme j'ai dit, il y a aussi Genko qui lutte. On le voit juste dans la page d'avant. Gonko est en lutte face à Imu. Donc Imu n'est pas forcément à pleine puissance comme elle était au début en arrivant à travers Gonko au tout début. Là, elle doit lutter pour maintenir le contrôle sur Gonko. Donc forcément, ça utilise de l'énergie. Et donc elle est peut-être pas à son prime, etc. Et même en étant à travers Gonko, elle est pas du tout à son prime non plus. C'est tout. Oui, voilà, il a arrêté une attaque, c'est bon. De par la relation qu'il a avec Genko, bien sûr. Mais il pourrait complètement le faire. Pour moi, c'est un enjeu, un combat qui a du sens. Mais qui arrive, Loki et Luffy, est-ce que finalement, Im-sama est un antagoniste intéressant pour cet arc, hein? C'est ma première question. Et moi, à mes yeux, non. Tu pourrais l'être. Et je te considère en tant que tel. Mais face à un Doflamingo, face à un Kaido, face à des boss comme ça, même Arlong, même Rob Lucci, quand dans un arc, Oda, il sait dessiner les antagonistes. Quand c'est des personnes qui viennent, quand c'est le combat final contre Luffy, tu te dis waouh. Forcément, le fait. Mais là, l'arc, le but, c'est pas que Luffy affronte Imu pour de vrai, hein. Sinon, elle serait là, présente physiquement. C'est ça que truc. C'est l'antagoniste final. En fait, c'est limite. Oda introduit le combat, la guerre finale, le combat avec Luffy et l'opposition entre Luffy et Imu. Il a déjà introduit au 1060 en opposant Imu et l'utilisation d'Uranus face au rêve ultime de Luffy. Et là, c'est vraiment le début de l'opposition. Vraiment. Voilà, c'est exactement. C'est un préambule à la fin. Mais c'est l'antagoniste de l'arc, certes. Mais il s'est pas voué à avoir un réel combat, c'est ça le truc. Là, le but de l'arc, c'est contrôler les géants, etc. Quand il pourra pas, ça sera soumettre. Et soumettre soit les géants, soit Luffy. Par Uranus. Et après, on verra ce qui se passe après. Il va gagner parce que c'est One Piece, mais il y a un petit doute quand même. On est face à un gros steak, et de toute façon, quand Luffy va réussir à le battre, et ça va le rendre beaucoup plus téméraire. Non. On parie aussi, et Henrik, tu verras, Luffy ne pourra pas la battre. Ils vont se taper, etc. Sûrement, il va y avoir des échanges, etc. Mais Luffy ne gagnera pas. Il ne gagnera pas dans le sens où il va peut-être la malmener parce qu'elle est à travers Gonko et que Gonko lutte pour revenir à sa conscience. Mais
Imu ne peut pas être malmené, ne peut pas être ridiculisée. Parce qu'elle est pas là et on ne peut pas avoir tous ses pouvoirs. Donc elle est pas là, elle peut pas mourir. Et d'ailleurs ton titre est faux, c'est pas Immunerona. Il existait une Immunerona, mais ça veut pas dire que c'est Immunerona. Pour moi, l'autre but, c'est aussi faire prendre conscience à Luffy qu'il maîtrise encore pas parfaitement l'Haki. Ouais, il y a de ça aussi. Pour moi, il y a, là, pour l'instant, on a eu le haki des rois offensifs. Il manque le haki des rois défensifs, comme Big Mom, pour empêcher toutes les attaques de le couper, le trancher, etc. Et ça va être hyper important. Et après, la voix de toute chose, contrôler la voix de toute chose. Clairement, c'est le même pattern que le début de Renault. Il y a des petits affrontements et les protagonistes apprennent leur faiblesse et deviennent plus forts. Plus important sur les mers. Là, frère, Im-sama... Et en plus, c'est dans l'arc Elbaf. Donc imagine, c'est que le premier affrontement contre Im-sama, il constate d'autres arcs avec cet Im-sama qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de design, qui n'a pas de réel pouvoir, qui peut juste transformer. Mais elle n'a pas de design, pourquoi? Parce qu'Oda le cache. Parce que il va pas le montrer maintenant. Et on le verra pas, je veux dire, on le verra même pas jusqu'à la fin, jusqu'à quand elle soit vaincue. On découvrira son design au moment où elle sera vaincue. Et on l'aura déjà vu durant le flashback du siècle oublié. On aura vu son design pendant le flashback oublié. On va nous montrer un Immunerona, on va tous dire c'est lui, etc. Alors que en fait, ça sera pas lui. Et c'est normal. Donc forcément, le charisme, dire qu'elle a pas de charisme, bon, c'est pas... Quand elle est apparue à travers Gunko, il y a eu un truc c'était un charisme de fou. Là, elle est en lutte avec Gunko, donc forcément, voilà. On l'a vu aussi avoir peur du Haki Joy Boy, mais ça peut être compréhensible aussi. Ça veut pas dire qu'il y a des trucs. On l'a vu aussi tuer Cobra, prendre une forme immense, etc. Donc voilà. Faut aussi tout prendre en compte. Est-ce que Oda n'est pas en train de sacrifier son personnage? Alors si c'est la fin d'Im-sama après cet arc, je suis content de toute façon, la Marie-Joas, Terre Sainte est en feu. On n'a jamais vu Im-sama autant en difficulté que maintenant. Est-ce que Eiichiro-Oda va en profiter pour s'en débarrasser et que dans le final de One Piece on est finalement que des pirates? Ce qui serait cool, on viendrait aux bases. Ou est-ce qu'on aura comme ça un autre arc avec cette Im-sama qui pourrait s'en sortir avec des demi-réversiers et des marques des abysses par-ci par-là? Je ne sais pas. N'hésite pas à me donner ton avis sur la question, les commentaires sont faits pour ça, mais moi je vous le dis honnêtement, voilà, sans parler tout le temps de tension et d'être hype à un boss, moi je ne suis plus dans le... Je la considère pas comme une menace. Ok. Mais on parie qu'à la fin de l'arc, tu la considéreras comme une menace. Si on le dit, Edric, si tu vois cette vidéo, sois le bon joueur. Si à la fin de l'arc, tu vois vraiment Imu être très menaçant, mettre une pression, tu changeras ton propos et tu diras tranquille, je m'excuse. Imu, je m'excuse, tu lui diras. Ouais, on l'a jamais vu en cours, en tout court, Imu, ouais. Mais on a vu qu'elle avait d'autres pouvoirs, donc dans tous les cas, voilà. Et puis c'est que le début. Oda fait ça progressivement. Voilà, on va être honnête. Mais c'est maintenant, mais c'est voulu qu'il n'y ait pas qu'au début on doute. C'est voulu. Oda veut qu'on doute, qu'on remette en cause Imu, qu'on se dise justement, en fait c'est ça qui crée la surprise à la fin. En fait, si tu veux pas faire paraître ton personnage très imposant avec une pression immense, t'as deux choix. Soit tu le fais arriver, il défonce tout et c'est fini. Et là, en fait, du coup, t'as pas vraiment d'enjeu puisque tes personnages peuvent pas lutter. Soit en fait, tu le fais pas venir, mais pas au max, être assez tranquille.
En fait, et c'est là le demi-réversible, c'est un pouvoir qui agit tout seul en fait au final. Il agit tout seul et elle, voilà, elle regarde, elle contemple. C'est un pouvoir de Dieu en fait, presque voilà, elle contemple. Son pouvoir agit tout seul. Il transforme les gens en demi-réversibles, qui transforme les gens en demi-réversibles, jusqu'à que tout le monde soit en demi-réversible, que tout le monde soit contrôlé. C'est aussi simple que ça. C'est un pouvoir de Dieu, elle n'a pas besoin de se forcer, elle attend, etc. Là, il s'est passé le truc avec Brooke, elle se retrouve à devoir lutter contre Gunko pour rester dans le contrôle. Donc, c'est ce qui va permettre justement aux Mugiwara de libérer les enfants, de peut-être vaincre les demi-réversiers, etc., etc. Et la fin de la vidéo, je suis pas trop d'accord, mais le reste, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, c'est intéressant, mais moi, je suis pas d'accord du tout sur la façon dont il traite le truc. Par exemple, le peuple des géants, c'est les plus puissants, oui, mais par rapport aux autres peuples aussi. Donc après, mais ça en fait pas, les mecs, ils sont pas tous dans le top 100 des persos les plus forts. Et à part Doribogi qui doivent truster le bas du top 100, les autres, c'est mort quoi. Mais voilà. Comme je disais, voilà, et là, ça va permettre aux Mugiwara de se dépatouiller un peu du demi-réversi, de libérer les enfants, etc. Et une fois que Imu aura repris le contrôle total sur Gunko, et que là, elle se mettra aux choses sérieuses, une fois que elle se retrouvera face à tout le monde qui est uni, c'est là que la pression va se faire. C'est à ce moment-là, en fait. C'est une pression qui monte. On n'est pas sur une pression d'introduction. On est sur il y a eu un petit peu de pression à l'introduction. Mais Oda, il aime bien faire ça. Il met une pression à l'introduction, il redescend, et après il remonte jusqu'au pic. Là, on n'y est pas au pic encore. Donc c'est normal de ne pas ressentir la tension, parce qu'il faut désamorcer certains trucs, comme libérer les Mugiwara, ça c'est fait. C'est des choses à cocher. Hein. Libérer les Mugiwara, libérer les enfants, vaincre les demi-réversiers. Une fois que tu as fait les 3 trucs, là tu vas avoir ton pic de pression sur Imu, parce que ça va mettre en colère forcément Imu, et que là elle va agir encore plus fort. Ça qui est très intéressant, qu'il faut bien comprendre, je pense. Donc voilà. Ouais, après c'est intéressant de voir ce que... Mais ouais, je suis pas vraiment pas forcément d'accord avec la plupart des choses qu'il a dit.